Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je ne sais pas s'il y a quelques messieurs parmi nous, mais il est midi, nous allons commencer la présentation. Déjà, bienvenue à notre webinaire consacré à nous, les femmes, et à notre prévoyance. Je suis Fanny Cellier, conseillère en patrimoine chez Piguet Galland à Neuchâtel. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par ma collègue Victoria Amazon, spécialiste en solutions patrimoniales. Piguet Galland est une banque privée à taille humaine qui appartient à 99,7% à la Banque cantonale vaudoise. Nous sommes présents sur 6 sites en Suisse romande. Il y a Genève, Nyon, Lausanne, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel et depuis août 2021, nous avons également ouvert une succursale à La Chaux-de-Fonds. Nous avons à cœur d'offrir à nos clients un service de qualité, la flexibilité, la proximité et également la sécurité grâce à notre actionnaire principal. Notre vision du métier de gestion en patrimoine est de contribuer au bonheur de nos clients en les aidant à réaliser leurs projets de vie. Notre offre est unique pour une banque privée car elle combine 3 domaines de compétences: les investissements, les financements et les solutions patrimoniales. Chez Piguet Galland, l'égalité des chances fait partie des valeurs qui nous animent. En 2019, nous avons obtenu le label Fair on Pay. Depuis 2021, nous sommes labellisés Fair on Pay Plus. Nous sommes également convaincus qu'une plus grande inclusion des femmes dans l'économie mondiale ne pourrait être que profitable. À ce titre, nous avons émis le certificat d'investissement Women Empowerment qui vise à tirer profit de cette dynamique. Ceci me permet de faire le lien avec la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir les femmes et leurs finances, plus particulièrement leur prévoyance. Durant toute la durée du webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions par le chat et nous y répondrons en fin de présentation. En raison du temps à disposition, nous n'arriverons peut-être pas à répondre à toutes les questions. Dans ce cas, nous reprendrons contact avec vous plus tard, à la fin du webinaire. Mais également, si vous souhaitez convenir d'un entretien individuel avec nous, c'est avec grand plaisir que nous sommes à votre disposition. Sans plus attendre, je passe la parole à Victoria pour entrer dans le vif du sujet. Merci Fanny, bonjour à tous. Alors comme vous le voyez peut-être, je ne suis pas au même endroit que ma collègue. J'ai malheureusement attrapé le Covid juste avant le webinaire. Je suis un peu prise, j'espère que vous allez quand même comprendre et bien entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc pour commencer ce webinaire, donc dédié à la prévoyance des femmes, il me paraissait important de reprendre un petit peu la base de notre système suisse, qui est tout de même un système assez complexe. Vous avez devant les yeux le schéma qui représente vraiment la structure de la prévoyance en Suisse. On va vraiment aujourd'hui aborder pilier par pilier, afin de comprendre à chaque fois quels sont les aspects techniques et puis ce sur quoi on peut agir ou pas afin d'améliorer notre prévoyance. Donc tout d'abord, le premier pilier. Donc le premier pilier, c'est de la prévoyance étatique, c'est régi par l'État. Le but de ce premier pilier est de garantir le minimum vital. Qu'est-ce qu'on entend par minimum vital? C'est de pouvoir se nourrir, se loger et idéalement pouvoir payer ses frais de santé. Ce premier pilier, il est constitué de l'AVS, donc qui concerne les rentes de vieillesse, de l'AI, dans le cas où vous avez un accident, et puis depuis quelques années, de prestations complémentaires.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'AVS et l'AI, c'est fédéral. Donc, la rente que vous viviez à Genève ou dans les Grisons, votre rente AVS sera exactement la même. Ils ont donc inclus ces prestations complémentaires qui, elles, dépendent des cantons. Donc, typiquement, si vous vivez à Genève, les prestations complémentaires ne seront pas les mêmes que si vous vivez à Appenzell, à Zurich ou dans le canton de Neuchâtel. Le premier pilier fonctionne d'un point de vue avec un système de répartition, de solidarité, ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième pilier. Quelqu'un qui touche aujourd'hui une rente AVS, elle est financée par les actifs d'aujourd'hui. Donc nous, lorsqu'on travaille, qu'on cotise à l'AVS, on finance les rentes des personnes qui sont déjà à la retraite. Vient ensuite le deuxième pilier, qui est donc de la prévoyance professionnelle. Vous êtes assuré via votre employeur au sein de ce deuxième pilier. Le deuxième pilier a pour but, théoriquement, de pouvoir maintenir votre niveau de vie antérieur. À savoir qu'aujourd'hui, si on accumule premier, deuxième pilier, on arrive en règle générale à 60-70% grand maximum du dernier revenu. Plus vous avez un niveau de revenu élevé, plus l'écart sera important. Pourquoi? Parce qu'au sein de la LPP, vous avez la LPP obligatoire et la LPP surobligatoire. La LPP obligatoire, votre employeur a l'obligation d'assurer un salaire jusqu'à 86 000 francs par année. Tout ce qui dépasse ce montant-là, l'employeur n'est pas tenu de l'assurer et de payer des cotisations sur le montant qui dépasse. Les cadres bénéficient parfois de plans surobligatoires ou si vous êtes patron de votre entreprise ou indépendant, vous avez, vous, la possibilité d'assurer ce salaire qui dépasse les 86 000 francs. Autre point important dans le deuxième pilier, c'est le libre passage. C'est un terme qu'on entend souvent. Ce libre passage, c'est un compte de transition qui va être utilisé dans deux cas bien distincts, soit dans le cas d'un divorce, donc si une personne va recevoir un montant du deuxième pilier de son conjoint, de sa conjointe, il va être viré sur ce compte de libre passage, ou dans le cas d'une transition professionnelle. Donc si vous arrêtez de travailler au sein d'une entreprise, vous faites une pause ou pendant le laps de temps où vous êtes à la recherche d'un second emploi, ce que vous avez accumulé au sein de votre deuxième pilier sera versé sur ce compte de libre passage. Le deuxième pilier, c'est un système de capitalisation. Donc, vous avez, entre guillemets, votre propre compte où vos cotisations vous suivent. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a des intérêts qui sont crédités sur ces montants. Et puis, c'est ce qui donnera à la retraite votre capital de deuxième pilier. Vient ensuite le troisième pilier, qui est vraiment de la prévoyance individuelle. Ça s'apparente à un compte épargne, comme vous pouvez en avoir à la banque. C'est un complément qui est complètement libre. Vous avez le choix ou non d'en constituer un. Et puis, ce troisième pilier se sépare en deux catégories bien distinctes. Vous avez la prévoyance liée. Donc, on parle de prévoyance liée parce que vous pouvez avoir un troisième pilier A seulement si vous êtes affilié, enfin, si vous cotisez à l'AVS, pardon, si vous avez un emploi. Et puis, la prévoyance libre 3B, qui, comme son nom l'indique, est de la prévoyance libre. Donc, que vous soyez employé ou non, vous avez le choix de cotiser pour votre troisième pilier B. Donc, voilà pour les trois piliers, pour notre système de prévoyance. On va reprendre chaque pilier un à un et puis essayer de comprendre un petit peu les enjeux. Alors, tout d'abord, comprendre un petit peu pourquoi a lieu ce webinaire. On a beaucoup parlé dans les médias de ces différences de salaire et de retraite quand les femmes arrivaient en fait à l'âge de la retraite, pardon. Et puis le constat, c'était en 2021 que tout montant confondu, premier, deuxième et troisième pilier, on arrivait en moyenne à une différence de près de 30% entre la prévoyance des femmes et la prévoyance des hommes.
Donc, pour comprendre un petit peu cette différence, il y a certains points qui sont, je dirais, assez qui vont de soi. Mais il faut bien avoir en tête que ces statistiques concernent les femmes qui arrivent à la retraite aujourd'hui. C'est donc des femmes qui, ces 40 dernières années, ont eu un mode de vie qui a pas mal évolué. Donc aujourd'hui, les femmes sont moins à temps partiel, donc ça va peut-être réduire l'écart. Les tâches ménagères sont plutôt réparties. Et les femmes s'intéressent de plus en plus à la prévoyance, aux finances. Donc, on a bon espoir que dans 10-20 ans, cet écart se diminue. Pardon. Donc, si on reprend le premier pilier, donc, on va s'intéresser à comment toucher une rente maximum du premier pilier, une rente maximum AVS. Vous voyez en bas de mon slide les rentes AVS moyennes qui ont été versées l'année passée. On voit que l'écart n'est pas extrêmement important. Ça représente environ 1 000 francs par année. Mais déjà là, il est bon de s'y intéresser parce qu'il y a des petites technicités qui peuvent faire la différence. On entend souvent le terme de splitting. C'est un mot qu'il est important de comprendre. Donc, le splitting, il s'applique dans 2 cas. L'AVS, elle fonctionne comme un compte individuel, donc auprès de la caisse de compensation de votre État ou de votre région, vous avez un compte individuel AVS. Lorsque vous travaillez, vous avez des cotisations qui sont versées sur votre compte. Si vous êtes marié, les cotisations des époux se cumulent et dans le cas d'un divorce, on va effectuer ce qu'on appelle ce fameux splitting. Si l'un des deux arrive à la retraite avant l'autre, le splitting s'effectuera à ce moment-là. Pourquoi c'est important de comprendre ce système de splitting? Parce que quand on parle de rente maximum à atteindre pour AVS, il est important de comprendre comment est-ce qu'on arrive à cette rente maximum. Excusez-moi. Pour arriver à cette rente maximum pour un célibataire de 2 300 francs par mois ou de 3 500 francs pour un couple marié, parce que c'est plafonné si vous êtes marié, il vous faut cotiser de vos 21 ans à vos 64-65 ans. Donc, cotiser sur 43 et 44 années. Chaque année, vous n'avez pas cotisé au sein de ce compte individuel AVS, va venir diminuer votre rente. L'autre point clé pour calculer cette rente AVS, c'est votre revenu annuel moyen. Donc, on va prendre pendant ces 44 années votre revenu moyen. Et s'il est en dessous de 86 000 francs, vous n'aurez pas le droit à la rente maximum. Donc ça, c'est vraiment les 2 critères qui vont influencer votre rente AVS. D'où l'importance du splitting. Par exemple, dans le cas d'un divorce, comme je disais tout à l'heure, si vous arrêtez de travailler, que vous êtes mère au foyer et que vous êtes marié, les cotisations de votre époux vont venir remplir ce fameux compte individuel. Dans le cas d'un concubinage, si vous n'êtes pas marié, les cotisations de votre concubin, dans le cas d'une séparation, ne viendront pas alimenter votre compte individuel. L'autre point important pour cette rente AVS, ce sont ces fameuses BTE. C'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu, qui signifie bonification pour tâches éducatives. C'est un montant fictif de 43 000 francs par année qui vous est crédité sur ce fameux compte individuel dans le cas où vous avez des enfants. Ce montant, il est crédité lorsque vous avez des enfants de 0 à 16 ans. Ça ne s'additionne pas, ça veut dire que si j'ai 4 enfants, je n'aurai pas 4 fois 43 000 francs qui viendront s'ajouter à mon compte. Par contre, pendant toute la période où vous avez des enfants entre 0 et 16 ans, ces cotisations vont venir alimenter votre compte AVS et du coup pallier à une éventuelle baisse de revenus et puis ne pas trop influencer ce fameux revenu annuel moyen déterminant de 86 000 francs qui servira à calculer votre rente. Si vous êtes marié et que vous venez à divorcer, les BTE elles seront automatiquement splittées en 2.
Donc, la moitié des BTE seront crédités sur votre compte, l'autre sur le compte de votre conjoint. Par contre, dans le cas d'un concubinage, ce n'est pas automatique. Ça va dépendre de votre convention d'entretien, de qui a la garde et de qui assume en fait la plus grande partie des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Imaginons que vous avez une garde partagée, vous n'étiez pas marié, chacun aura la moitié des BTE sur son compte AVS. Ces BTE ne vous exemptent pas de ces fameuses cotisations AVS. Pourquoi c'est important? Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, quand on va calculer votre rente AVS, on va regarder si vous avez bien cotisé pendant les 44 années où vous auriez dû verser des cotisations AVS. Malgré le fait que vous ayez peut-être bénéficié de bonifications pour tâches éducatives, vous devez cotiser à l'AVS si vous êtes en concubinage ou mère célibataire. Si vous ne cotisez pas ce minimum AVS, ça va venir diminuer ces 44 années et diminuer du coup votre rente à la retraite. Si vous êtes marié, par contre, et que votre conjoint travaille, il cotisera pour vous du moment où il verse plus de 1 000 francs par année. Donc, les cotisations minimum AVS sont d'environ 500 francs par année. Du moment où votre conjoint cotise plus de 1 000 francs par année, il cotise pour vous et puis vous n'avez pas besoin de verser ces fameuses cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative. Donc, si je résume, pour pouvoir bénéficier d'une rente maximum à l'AVS, il faut donc avoir un revenu moyen de plus de 86 000 francs pendant les 44 années de cotisation et puis ne pas avoir d'années où vous n'avez pas cotisé à l'AVS. On a vu que les rentes moyennes à l'AVS pour les hommes et les femmes, on n'avait pas une énorme différence entre la rente de la femme et la rente de l'homme. L'enjeu se trouve vraiment au sein de ce deuxième pilier. Alors, pourquoi? Avant de rentrer vraiment dans les chiffres, malheureusement, la raison principale, c'est qu'encore aujourd'hui, les femmes, elles gagnent moins que les hommes. Donc, en 2021, on parlait de 11% à peu près de différence. Pourquoi est-ce que c'est un point qui est crucial? Parce que le deuxième pilier, qui est un système de capitalisation, dépend du salaire assuré. Donc, moins vous gagnez, moins vous allez cotiser dans votre pot du deuxième pilier. Autre point, encore dans la majorité des entreprises, la plupart des postes de cadre sont encore confiés à des hommes. Puis c'est souvent lorsqu'on occupe une fonction cadre qu'on a des plans LPP améliorés ou avantageux avec des cotisations qui peuvent être plus élevées, des employeurs qui versent plus dans votre pot. Et là encore, c'est une des raisons pour lesquelles la différence de rente de deuxième pilier est encore extrêmement grande entre les hommes et les femmes. L'autre point crucial, on fera un exemple tout à l'heure, 60% des femmes qui travaillent aujourd'hui travaillent encore à temps partiel. C'est de nouveau un point qui est crucial parce que, comme je disais, c'est le salaire assuré que vous gagnez va déterminer directement votre rente LPP. Du moment où vous êtes à temps partiel, vous allez de facto moins cotiser pour votre deuxième pilier. L'autre point, c'est l'arrêt de carrière. Donc, tout simplement, on arrête de travailler, on arrête de cotiser. Dans ce cas-là, comme j'expliquais tout à l'heure, ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui sera versé sur un compte de libre passage. Souvent, on ne s'y intéresse pas, on laisse ce compte de libre passage dans un coin. Parfois même, lorsqu'on reprend une activité, on ne pense pas forcément à le réinjecter dans notre caisse de pension. Donc là aussi, c'est lorsqu'on fait une pause de carrière, s'intéresser à son compte de libre passage. Aujourd'hui, on travaille encore jusqu'à 64 ans, ça va changer, mais une année de cotisation au moins au sein de la LPP, ça peut vite faire un montant assez important. Et puis, comme je l'ai dit, lors du premier pilier, lors d'une union libre,
la femme ne va pas bénéficier des cotisations de son concubin, ni du premier pilier, ni du deuxième pilier. Donc, d'où l'importance, surtout pour les femmes qui sont au concubinage, de s'intéresser à la prévoyance, parce que dans le cas d'une séparation, toute la prévoyance accumulée du côté du conjoint ne sera pas répartie. Puis enfin, dernier point, je l'ai mis, c'est pas une critique ou c'est pas à prendre mal, c'est vraiment un constat, que ce soit dans le cadre de mes activités professionnelles, lorsqu'on fait du conseil à des femmes, ou dans le cadre privé, lorsque je discute avec des amis, je me rends compte qu'il y a encore un manque d'intérêt pour la prévoyance du côté des femmes, et puis un manque d'information. Donc évidemment, vu qu'on s'y intéresse pas, on comprend pas exactement comment est-ce que se passe la retraite, quels sont les enjeux, et puis du coup, on prend pas toujours les bonnes décisions, ou on n'a pas toujours conscience de l'impact que peut avoir telle ou telle décision. Pour en revenir aux chiffres que vous avez sûrement lus pendant que j'étais en train de vous expliquer les causes de ces différences, on vous a mis les capitaux LPP médians, les rentes LPP médianes. Donc, juste bien comprendre la différence entre médian et moyen. Une rente LPP médiane signifie que 50% de la population touche plus et 50% de la population touche moins. Ce n'est pas une moyenne. Par contre, en dessous, pour bien se rendre compte des enjeux du deuxième pilier, je vous ai mis la rente LPP moyenne des femmes, qui est de 1 500 francs par mois en 2021, et la rente LPP moyenne d'un homme, qui, elle, se monte à près de 2 700 francs. C'est presque du simple au double. Donc, on voit vraiment, contrairement à l'AVS où la différence était pas extrême, on voit que dans le deuxième pilier, il y a vraiment un écart qui se crée, qui est extrêmement important. Plusieurs choses vont influencer vos rentes du deuxième pilier. D'abord, il est bien de savoir que vous n'êtes pas assuré dès le premier franc. Donc, les petits salaires, malheureusement, pâtissent de ce système. Vous avez un seuil d'entrée à 21 000 francs pour pouvoir être assuré au sein du deuxième pilier. Puis, en plus de ça, vous avez une déduction de coordination. Cette déduction de coordination, elle s'applique parce qu'on estime, enfin, le législateur a estimé que comme on était déjà assuré avec le premier pilier pour un certain montant, on n'allait pas réassurer ce montant-là au sein du deuxième pilier. Donc, si vous gagnez 100 000 francs par année, on va appliquer cette déduction de coordination et vous allez cotiser seulement sur 74 000 francs, comme on le voit dans le tableau en dessous que je vais détailler tout à l'heure. Donc déjà là, ça pose un certain souci parce que si vous êtes à temps partiel, votre salaire est de facto plus bas, on applique la déduction de coordination, vous allez vraiment cotiser sur un salaire qui est minime. Si vous avez plusieurs employeurs, plusieurs petits salaires, les salaires ne se cumulent pas, vos employeurs ne sont pas obligés de vous assurer. Donc imaginons quelqu'un qui travaille dans 2 entreprises à 25 000 francs, malheureusement, les cotisations LPP seront vraiment minimes. L'arrêt de carrière, comme j'ai dit tout à l'heure, influence le deuxième pilier, comme c'est un système de capitalisation où les caisses de pension versent un intérêt. Du moment où on arrête de cotiser, cet argent arrête de travailler, on arrête de nourrir le pot. Et puis, si la pause dure 5-10 ans, ça peut vite créer un trou assez conséquent. Le libre passage, lors de cet arrêt de carrière, comme je le disais, il est important de s'y intéresser. Vous avez la possibilité de l'investir, de ne pas le laisser dormir sur un compte. Il y a des stratégies d'investissement qui sont propres à la prévoyance. C'est extrêmement régulé, c'est extrêmement contrôlé. Ça vaut la peine des fois, si on a un horizon de temps qui est long, de s'intéresser à une éventuelle stratégie qui peut vite ramener 2, 3, 4% sur votre capital du deuxième pilier. Et puis enfin, les rachats dans la caisse de pension qui vont influencer votre rente. Tout ce que vous allez verser en plus dans votre deuxième pilier va augmenter votre capital, augmenter votre rente. Et plus vous le faites tôt, plus
ça aura un effet exponentiel vu que les intérêts vont venir grossir ce montant et puis se capitaliser d'année en année. Là, on parlait du temps partiel, à quel point est-ce que c'était important de bien se poser la question lorsqu'on veut diminuer notre taux. Les experts, donc les actuaires, les experts en prévoyance, ont fait plusieurs calculs, se sont intéressés à ces temps partiels, puis se sont rendus compte qu'au-dessous de 70%, d'un taux d'activité de 70%, les pertes au sein du deuxième pilier devenaient exponentielles. Donc, pour visualiser ça, on a pris un exemple tout simple, l'exemple d'une femme qui prendrait sa retraite aujourd'hui, qui a diminué son taux à 25 ans pour s'occuper des enfants. Elle gagnait, si elle était restée à 100%, qu'elle avait gagné toute sa vie un salaire moyen de 100 000 francs, elle aurait donc cotisé sur 74 000 francs, elle aurait accumulé un capital arrivé à la retraite de 422 000 francs. Si elle baisse à 70%, ce capital baisse à 248 000 francs. Pardon. Par contre, si on descend en dessous de ces 70%, qu'on a un taux d'activité de 50%, on voit que le capital accumulé ne diminue pas de manière proportionnelle. Il diminue de façon exponentielle. Puis si en plus, on vient comparer ça aux rentes, là, on a pris un taux de conversion de 6%. Vous donner un petit peu une idée. Donc, si vous avez accumulé un capital de 420 000 francs à la fin de votre carrière, vous aurez le droit à une rente de 25 000 francs par année. Si vous avez décidé de travailler à 50%, donc de diminuer de moitié votre activité, votre rente ne diminue pas de moitié à la retraite. Donc, vous voyez qu'on passe de 25 000 francs de rente à peine 9 000 francs de rente annuelle. D'où l'importance, lorsqu'on décide de baisser notre taux d'activité, de vraiment peser les pour et les contre et puis d'avoir une éventuelle discussion avec notre compagnon. On en vient au troisième pilier. N'attendez pas demain. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte dans notre quotidien, lorsqu'on a des entretiens en clientèle, que les gens s'intéressent encore tard au troisième pilier, bien que maintenant ça soit devenu quelque chose de connu, dont on parle, les assurances en parlent, les banques en parlent, les gens sont assez alertes avec ce troisième pilier. On attend souvent un peu le dernier moment pour en faire un et puis commencer à cotiser. Premièrement, le troisième pilier A est extrêmement intéressant d'un point de vue fiscal parce que ce que vous versez au sein de votre troisième pilier est fiscalement déductible. Donc, le maximum pour le troisième pilier, c'est 6 883. Pardon. Mais en plus de ça, il vous permet de venir combler ce manque à gagner arrivé à la retraite. Ce fameux troisième pilier qui est censé combler ces 30% que vous n'aurez pas réussi à combler avec le premier et le deuxième pilier. Là, il est important que les époux aient des comptes distincts. Alors, si vous êtes marié, que vous venez à divorcer, les troisièmes piliers, ils sont partagés par moitié de manière égale. Si vous êtes en concubinage, de nouveau, en cas de séparation, vous n'aurez pas le droit à une partie du troisième pilier de votre concubin. Donc, il est important pour les femmes qu'elles aient leur propre troisième pilier. Même si vous avez une petite activité, vous pouvez verser le maximum dans votre troisième pilier. Donc, ces cotisations au troisième pilier A ne dépendent pas de votre niveau de revenu. Du moment où vous êtes soumis aux cotisations AVS, vous avez le droit de constituer un troisième pilier. Vous pouvez faire un troisième pilier cash sous forme de compte épargne. Vous pouvez choisir de faire un troisième pilier investi. Il y a des fonds de placement liés à certaines thématiques. Vous pouvez très bien en faire 2, voire 3. Et puis décider de laisser un troisième pilier cash, un troisième pilier investi. Mais c'est vraiment ce troisième pilier qui va vous permettre, arrivé à la retraite, de combler ce manque créé entre le premier et le deuxième pilier. À savoir
donc là, on ne parle pas vraiment de retraite, mais qu'en cas de concubinage, vous pouvez tout de même désigner votre concubin comme bénéficiaire de votre troisième pilier. Il aura le même droit que vos enfants. Et puis, dans le cas où vous n'êtes pas soumis à l'AVS, vous n'avez donc pas la possibilité de faire ce troisième pilier A, vous avez la possibilité de cotiser à ce troisième pilier libre qui vous permet, malgré le fait que vous n'êtes pas employé et que vous ne cotisez pas à l'AVS, de constituer un montant d'épargne pour votre retraite. J'espère que je ne vais pas aller trop vite. On a donc abordé un petit peu les points de vue techniques et puis ce à quoi il fallait faire attention d'un point de vue de ces troisième piliers. Là, on a mis des recommandations un petit peu plus générales. Donc, j'ai beaucoup mis le point sur cette baisse du taux d'activité qui me paraît importante. Dans le cas d'une naissance ou de projet à deux, c'est hyper important de dialoguer et de répartir cette baisse de taux d'activité. Comme on l'a vu, si d'un coup, vous baissez à 50%, les effets, ils peuvent être vite assez importants en termes de deuxième pilier. Donc, pourquoi pas se dire, au lieu que moi, je baisse à 60%, chacun baisse de 20% son taux d'activité. Dans le cas de concubinage, surtout, pensez à avoir une discussion, de faire un contrat de concubinage. Donc, on peut décider de valoriser le travail domestique, le travail à la maison. Donc, cette baisse de taux d'activité peut être valorisée en termes d'argent. On peut constituer un compte épargne. On peut décider que votre concubin verse un certain montant sur votre troisième pilier pour compenser la perte financière lors d'une baisse de taux d'activité. L'autre point extrêmement important, c'est votre caisse de pension. Dans le cas d'un démarrage d'activité ou de redémarrage, si vous avez fait une pause, lorsque vous allez vous présenter à des postes, intéressez-vous à la caisse de pension de votre employeur, de comprendre quelles sont les prestations qu'ils offrent. Si vous vous retrouvez face à deux employeurs et puis que vous n'avez peut-être pas à choisir, allez regarder qu'est-ce qu'offre la caisse de pension de ces employeurs. Est-ce que les taux d'intérêt sont meilleurs chez l'un que chez l'autre? Est-ce qu'un des deux employeurs verse des bonifications d'épargne plus hautes que l'autre? C'est vraiment des points qui peuvent être décisifs lorsqu'on pense à la retraite. Et puis enfin, le but de ce webinaire était d'attiser un petit peu la curiosité, qu'on invite les femmes à s'y intéresser. Donc, je dirais que le maître mot est vraiment de se renseigner, de s'y intéresser. Lorsqu'on comprend un petit peu les enjeux de cette prévoyance, de ce deuxième, de ce troisième pilier, il y a peut-être certaines décisions qui vont être prises qui ne seront pas les mêmes que si on ne s'y était pas intéressé. Voilà, donc j'arrive au terme de ma présentation. Je vais repasser la parole à Fanny pour voir si vous avez des questions. Merci beaucoup, Victoria. Il y a en fait, effectivement, il y a beaucoup de questions sur le chat. Je vais essayer de les classer par thématique. On a beaucoup de questions sur le deuxième pilier, notamment sur le libre passage. La première, comment savoir si on a de l'argent sur un compte de libre passage? Alors, vous pouvez, il y a l'office central du deuxième pilier. Vous pouvez adresser une demande. C'est une office en fait qui centralise tous les avoirs de deuxième pilier. Donc, vous pouvez leur faire un courrier leur demandant s'il y a des avoirs existants à votre nom. Il existe également une application, je vais vous donner le nom, que vous pouvez installer, qui s'appelle LPP Finder. Vous pouvez installer sur votre téléphone où vous renseignez votre numéro AVS, vos coordonnées, et puis il se charge de manière gratuite d'aller retrouver s'il y a des libres passages existants à votre nom. Merci beaucoup. En cas, j'en arrive directement à la deuxième question, toujours concernant le libre passage.
comment faire pour choisir déjà un compte de libre passage? Qu'est-ce qui se passe en cas de cessation d'activité, cessation d'emploi, si on n'ouvre pas de compte de libre passage? Alors, ça dépend de votre employeur. Il y a certains employeurs qui disposent eux-mêmes de fondations de libre passage. Donc, si vous réagissez pas, que vous n'ouvrez pas de compte, ils vont tout simplement transférer le montant de votre deuxième pilier sur ce compte de libre passage au sein de leur propre fondation. Sinon, ça va être transféré à une autre fondation. C'est pour ça qu'il est vraiment important de s'y intéresser. Suivant les fondations, vous pouvez choisir d'investir ce montant, de ne pas le laisser en cash. Donc, si vous venez à arrêter de travailler, de vraiment prendre les devants, vous renseigner, faire un petit tour de différents prestataires, voir qu'est-ce qui vous convient en termes de stratégie d'investissement, typiquement, et puis aller ouvrir un compte de libre passage au sein d'une institution qui vous permettra d'investir selon vos envies ce montant de libre passage. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Alors, il n'y a pas de réaction, donc je pense. Mais en tout cas, si vous avez encore des questions, après, vous pouvez nous contacter individuellement aussi, hein, si jamais ça n'a pas été clair ou si vous souhaitez discuter sur le sujet. J'ai toujours, concernant le libre passage, comment ça se passe en cas de travail à temps partiel? Est-ce qu'il y a une possibilité d'optimiser finalement, alors non, je ne parle pas de libre passage, de caisse de pension, est-ce qu'il y a une possibilité d'optimiser la caisse de pension pour avoir une meilleure prévoyance finalement en cas de deux activités à temps partiel? Vous pouvez faire la demande auprès d'un des employeurs d'assurer ce montant. Donc, si j'ai bien compris, on parle de 2 activités à temps partiel qui ne permettent pas d'être affilié au deuxième pilier. Si vous pouvez prouver que vous atteignez un certain montant, vous pouvez tout à fait demander à l'un de vos employeurs de vous affilier. Pas tous le font, mais vous avez la possibilité de le demander effectivement. Donc ça, il faut vous renseigner auprès de vos différents employeurs et voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions, hein. Je m'excuse, là, je suis en train de les lire au fur et à mesure. On a aussi, toujours en temps de travail à temps partiel, est-ce qu'il y a des possibilités, en ayant un travail en temps partiel, donc il y a moins de cotisations, hein, au niveau de la caisse de pension, mais est-ce qu'il y a des possibilités de combler finalement ce manque de cotisation en faisant des rachats? En faisant des rachats? Voilà, lors d'un temps partiel professionnel, est-ce qu'on peut faire des rachats suffisants pour ne pas subir de pertes finalement à cause du temps partiel? Alors oui, après le montant du rachat va dépendre du salaire assuré à l'instant T. Donc si vous avez beaucoup diminué votre taux d'activité, il est possible que vous n'ayez pas de possibilité de rachat. Et puis malheureusement, tant que vous n'augmentez pas votre taux pour pouvoir créer de la capacité de rachat, vous n'allez pas pouvoir en faire. Mais temps partiel ne veut pas dire pas de capacité de rachat. Donc ça, il faut faire la demande auprès de votre caisse de pension. Souvent, c'est indiqué sur votre certificat que vous recevez en début d'année de votre deuxième pilier. Vous avez une ligne qui mentionne la somme des rachats possibles. Après, il faut savoir que quand on est employé, on n'a pas de grande marge de manœuvre. On ne peut pas choisir de baisser notre déduction de coordination, d'augmenter nos cotisations. On est vraiment dépendant de notre employeur. Mais il est bon de poser la question, si vous n'avez pas cette mention de rachat sur votre certificat, de demander à votre employeur, à votre caisse de pension, quel est le montant rachetable. Mais ce n'est pas parce que vous êtes au taux d'activité réduit que vous ne pouvez pas effectuer de rachat. Par contre, plus votre salaire assuré est bas, plus ça va diminuer vos prestations, votre capacité de rachat, parce que la caisse de pension va prendre
vraiment le salaire à l'instant T en se disant aujourd'hui, avec le salaire assuré d'aujourd'hui, combien est-ce que je devrais avoir dans ma caisse de pension? Et puis c'est la différence entre ce que vous avez et ce que vous devriez avoir qui va déterminer votre capacité de rachat. Donc souvent, si on reprend une activité à taux partiel qu'on travaillait avant à 100%, les capacités de rachat sont pas énormes. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a encore des questions sur le libre passage. Est-ce que je prends les meilleures questions les unes après les autres, hein, je m'excuse pour essayer de rester dans la thématique. Alors, deuxième pilier en cas de transition professionnelle. Est-ce qu'il est possible de prendre la moitié du deuxième pilier pour l'investir dans des placements en cas de transition professionnelle? Est-ce que c'est recommandé de le faire et y a-t-il un risque de perte? Alors, bon, du moment où on parle investissement, on parle de risque. Donc, il y a toujours un risque. Après, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse va dépendre de plein de choses. Pour reprendre le début de la question, en cas de transition professionnelle, si vous souhaitez investir un montant et pas tout, vous avez la possibilité d'ouvrir 2 comptes de libre passage. Il est bon de se faire conseiller, de savoir quel montant est-ce qu'on va laisser en cash, quel montant est-ce qu'on va investir. Un point clé, un point une des, comment, je perds mes mots. De recommandation? Souvent, pardon? Une recommandation? Une des recommandations, oui, peut être de peut-être regarder qu'est-ce que vous avez dans votre minimum LPP, donc le salaire LPP obligatoire, et puis qu'est-ce que vous avez de surobligatoire, et puis de se dire que l'obligatoire LPP, on l'investit pas, on le laisse en cash, et puis tout ce qui dépasse ce montant obligatoire, on peut éventuellement opter pour une stratégie. Mais ça va dépendre de plusieurs critères. Ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de l'horizon temps, ça va dépendre de votre capacité à prendre des risques, de votre sensibilité à prendre des risques. C'est tous des points où il est bon d'être accompagné et vraiment de se faire conseiller pour pas prendre de mauvaises décisions. Et dans le cadre toujours le capital de la caisse de pension, alors bon là j'ai une question effectivement à la retraite, est-ce que c'est mieux de le retirer en totalité ou alors de prendre la rente ça je pense que c'est effectivement individuel, hein, Victoria. Alors, on peut pas effectivement pas donner de réponse, c'est vraiment propre à chacun. De nouveau, ça va dépendre de votre sensibilité au risque. C'est aussi très émotionnel de se dire qu'on va nous verser une rente toute notre vie. Et bien plus rassurant de se dire qu'on va devoir gérer un certain capital pour notre retraite. Donc, déjà là, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, il y a des questions de montant aussi. Suivant les montants et suivant le taux de conversion de la caisse, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre la rente? Il y a des questions successorales qui se posent. Si vous choisissez de prendre la rente et puis qu'il vous arrive quelque chose les années suivantes, tout le capital accumulé va rester au sein de la caisse de pension. Donc, suivant les montants, il est peut-être bon parfois de se poser la question, est-ce que je le retire en capital comme ça, s'il m'arrive quelque chose, si je suis en mauvaise santé, mes enfants auront droit à ce capital. Il y a, il y a, il n'y a pas une réponse qui est juste, c'est vraiment propre à la sensibilité de chacun, pardon, propre aussi à votre état de santé. Donc, c'est toutes des questions où il est vraiment bon de se faire accompagner. Encore une autre question un peu plus spécifique. En cas de départ à l'étranger pendant une dizaine d'années, est-ce qu'il y a une possibilité, donc dans un pays en France hein, notamment, est-ce qu'il y a une possibilité, il y a des choses à faire justement pour optimiser la retraite quand on revient en Suisse en fait?
Typiquement, c'est là où il faut vraiment s'intéresser au libre passage. Donc là, ce serait typiquement le cas où il faudrait, dans l'idéal, ouvrir 2 comptes de libre passage et puis se faire conseiller, entourer en termes de stratégie, voir est-ce qu'il y a un montant qu'on investit en espérant faire travailler cet argent, un montant qu'on laisse cash. C'est typiquement effectivement le cas typique où il est important de s'intéresser à ce libre passage, d'aller ouvrir des comptes de libre passage dans un établissement où vous êtes entouré, conseillé, et puis où on va pouvoir, je dirais, appliquer une stratégie qui est la plus adaptée à votre situation. Là, j'ai des questions. Je vais un peu faire la transition avec le troisième pilier aussi, avec une nouvelle question par rapport au rachat. Est-ce qu'il vaut mieux prioriser déjà le rachat du deuxième pilier, s'il y a des possibilités de rachat, ou alors investir dans le troisième pilier? Bonne question. La réponse va dépendre premièrement de votre âge, des montants. Racheter 6 000 francs dans votre caisse de pension, vous avez peut-être meilleur temps d'investir dans un troisième pilier. Je dirais que l'élément principal à prendre en compte, c'est la santé de votre caisse de pension. Est-ce que c'est une bonne caisse de pension? Est-ce que les taux d'intérêt sont de 1% comme le minimum obligatoire, ou est-ce que votre caisse de pension offre plus que ce fameux 1%? C'est de nouveau propre à chacun, mais il va falloir s'intéresser vraiment à votre caisse de pension avant de faire du rachat. C'est important. Et puis, ça va dépendre des montants et puis de votre âge. Alors, je passe encore à la prochaine question. Au niveau du troisième pilier, qu'est-ce qu'un troisième pilier cash? Tu as mentionné troisième pilier cash. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, troisième pilier cash, c'est comme un compte épargne. Donc, vous allez verser vos 6 883 francs sur un compte épargne qui ne sera pas investi. Savoir qu'aujourd'hui, l'épargne n'est pas rémunérée, donc votre argent ne va pas travailler. Donc, vous mettez 6 883 francs par année sur un compte épargne qui reste en cash, qui n'est pas investi. Vous ne prenez pas de risque, du coup, que cet argent diminue, comme si vous l'aviez investi dans un fonds de placement. On voit ce qui se passe sur la bourse aujourd'hui. Vous ne prenez pas le risque tout d'un coup que votre montant de troisième pilier baisse de 20% juste avant de prendre votre retraite. Mais par contre, vous allez non plus pas bénéficier d'une éventuelle reprise économique suivant l'horizon temps de placement. Si on a 10, 15, 20 ans devant nous, d'investir cet argent, ça peut vite être avantageux et puis rapporter un petit peu plus que si on l'avait laissé en cash sur un compte. Merci beaucoup. J'ai aussi également plusieurs questions au sujet du premier pilier. Une personne qui me pose la question si l'AVS, est-ce qu'un rattrapage est possible? Par exemple, s'il n'y a pas 43, 44 années de cotisation, est-ce que c'est possible de remplir finalement ces années manquantes, de les compléter? Et comment savoir si justement on a des années manquantes? Alors, comment ça, si on a des années manquantes? Donc, c'est important à n'importe quel moment de s'intéresser à son compte individuel AVS. Vous pouvez le commander auprès de la caisse de compensation AVS de votre région. Ça fait hyper rapidement. Vous allez sur Internet, vous avez besoin de votre numéro AVS, il vous l'envoie à la maison. Donc, vous aurez là un récapitulatif de toutes vos cotisations et puis d'éventuelles années vides, d'éventuels trous. Vous avez la possibilité de rattraper des années, mais seulement pendant les 5 ans qui suivent. Donc, si vous avez un trou qui date d'il y a 10 ans,
vous n'aurez pas la possibilité de rattraper ces trous dans votre compte individuel AVS. Par contre, si vous avez travaillé avant vos 21 ans, on appelle ça les années jeunesse, c'est des années un petit peu cadeaux. Si vous avez travaillé de vos 16 à vos 21 ans, ces années-là vont pouvoir combler d'éventuels trous que vous auriez dans votre compte individuel AVS. Donc ça, la caisse va le faire automatiquement. Si par exemple de 24 à 25 ans, vous êtes parti voyager, vous n'avez pas payé vos cotisations AVS, mais qu'à de 18 à 19 ans, vous avez eu un job d'été, que vous avez cotisé à l'AVS, cette année jeunesse va venir combler ce trou-là. Merci beaucoup, Victoria. Je m'excuse, j'avais juste le micro coupé. De rien. Comme je vous ai dit, on a vraiment beaucoup de questions, des questions vraiment beaucoup plus spécifiques. Ce que je propose, c'est qu'on reprenne contact directement avec les personnes qui ont posé ces questions-là. On va s'y atteler et on va vous recontacter en tout cas dans les 5 jours. C'est vrai que vous avez bien compris, chaque situation est différente, hein. On a chacun nos spécificités, on est toutes uniques. Et le sujet est très vaste, la prévoyance. Victoria nous a donné vraiment une étendue de ses connaissances. Il y a encore beaucoup de choses à dire et on pourrait, je pense, encore y passer des heures. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, ben voilà, c'est si vous souhaitez une information ou un conseil vraiment personnalisé, je vous invite à nous contacter. Vous allez recevoir cette présentation par email ainsi qu'un replay du webinaire. Donc, vous aurez toutes nos coordonnées également dans la présentation, hein, comme ça s'affiche à l'écran. Ce qui me reste à vous dire, c'est merci beaucoup. Merci d'avoir été aussi active et actif, toujours s'il y a des hommes parmi nous. Ce sera donc un plaisir pour nous d'avoir contact direct avec vous, si justement vous nous contactez ou dans le cadre quand on va vous répondre, hein, on va répondre à vos questions. Et voilà, merci de votre confiance et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Merci Fanny. Merci à tout le monde et puis à tout bientôt pour ceux qui nous recontacteront. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos interrogations et puis surtout que j'ai attisé votre curiosité et puis que vous allez avoir envie maintenant de vous intéresser un petit peu plus à la prévoyance. Au revoir, bonne journée à tout le monde.